Et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Quoi de neuf dans l'édition, les 48 ans qui ont été pensés comme une boussole pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Vous pourrez bientôt suivre ce replay, ce webinaire en replay à la fin de la diffusion sur la plateforme Wizambly. Et bien entendu, comme vous le savez déjà, ce webinaire se tient dans le cadre du 41e salon du livre et de la presse jeunesse qui se déroulera à Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au 1er décembre. Il accueillera 400 exposants autour de la thématique « L'art de l'autre » qui explore la question de l'empathie. Donc, pendant ce webinaire, les intervenants vont parler de l'exil, comment raconter l'exil de la main des sans-papiers, comment ça constitue une démarche inédite. Et c'est une intervention qui est donnée par le studio Baraka Graphica. Baraka. Excusez-moi. Baraka Graphica. Et je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Thierry Van Asselt et je suis éditeur au Frénoc. Et donc, on a édité ce livre qui s'appelle Idées noires. Je vais aussi enlever le casque. Et qui est donc une bande dessinée réalisée à 16 mains, donc par 8 personnes. Donc nous aurons 5 personnes ici, 4 qui sont déjà là, et puis Alberto qui doit arriver, qui vont se présenter ensuite. Et donc la particularité de ce livre, c'est que c'est un livre qui est vraiment créé par une sorte de studio de bande dessinée. Les artistes ont travaillé à 8 sur les mêmes pages, et ils ont raconté les récits d'exil des 4 personnes sans papier qui constituent, qui sont les 4 artistes de ce livre. Et c'est un récit qui commence donc dans les pays dont ils partent pour arriver à Bruxelles, en Belgique, jusqu'à la création du collectif de la Voix des sans-papiers, qui est une occupation et un collectif qui milite pour la régularisation des sans-papiers. C'est un projet qui est assez exceptionnel déjà par son côté collectif et on va dire le partage des compétences qu'il y a entre les différents artistes, les artistes sans papier qui connaissent et peuvent raconter cette histoire qui leur appartient, et 4 jeunes artistes et artistes émergentes bruxelloises qui sont tous issus de l'école Saint-Luc à Bruxelles, parce que le projet a commencé à Bruxelles, et qui, eux, ont cette expertise et ce savoir-faire de la narration en bande dessinée. Et donc, c'est vraiment un partage de compétences assez exceptionnelle et riche, et aussi une rencontre humaine très très forte qui a permis de faire cette bande dessinée. Peut-être que pour commencer, je vais laisser chacune se présenter, et puis peut-être on peut commencer par parler de ce qu'est la Voix des sans-papiers, qui est donc le projet, qui est le lieu où ce projet a vraiment pris forme. Bonsoir. Je m'appelle Tierno Dier de la Voix des sans-papiers de Bruxelles. Donc, je suis un des fondateurs, un des pionniers de ce mouvement qui a été créé depuis 2014, donc à travers la marche européenne de 2012. Donc, on s'est dit pourquoi pas ne pas essayer d'occuper des bâtiments, parce que tout le monde sait que les exilés, la plupart, c'est des gens qui ont fait des multiples de demandes. Donc, la plupart se retrouvent dehors, ils n'ont pas un endroit où ils peuvent aller se loger, se protéger du froid, tout ça aussi, pour être en sécurité. Donc, on s'est dit pourquoi pas, on n'essaie pas de voir des bâtiments, parce que tout le monde sait qu'en Belgique, il y a 12 000 bâtiments inoccupés. Donc, on se dit pourquoi les gens dorment, donc ça, on ne trouvait pas ça normal. Donc, on s'est dit, on va essayer de voir comment occuper des bâtiments. Donc, notre premier bâtiment qu'on a occupé, c'est à Ribécourt. Donc, c'est un bâtiment de 4 étages qui contenait presque 250 personnes, avec 800 personnes dans la liste d'attente. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un nombre tellement conséquent. Et puis, c'était un bâtiment qui n'est pas en bon état. Donc, on s'est dit pourquoi pas ne pas essayer d'occuper ce bâtiment pour essayer de faire une lutte politique, pour essayer aussi de demander la régularisation des sans-papiers. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé à occuper les bâtiments depuis 2014, donc jusqu'à présent, jusqu'à 2025. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait une vingtaine de déménagements.
C'est un long parcours qu'on a fait parce que dès qu'on a quitté Ribeaucourt, on a commencé à occuper des bâtiments de 2 mois. Des fois, on fait une semaine, on nous dit de partir parce qu'il y a des bâtiments, c'est des bâtiments privés. Donc, c'est très difficile d'occuper des bâtiments parce que la plupart, c'est des gens qui ont l'argent. Dès que tu occupes, ils vont dire qu'il y a des travaux qu'ils vont faire. Ils vont nous contrer d'aller en justice. Donc là, on est obligé d'aller en justice. Là aussi, on nous dit donne un délai pour sortir, pour quitter ce bâtiment. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait un parcours vraiment très, 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 très difficile jusqu'à en arriver là. Donc, actuellement, on est à Rufisque-Toussaint, vers Etterbeek. Donc, depuis 2019, on occupe ce bâtiment. Bon, on est stable pour l'instant. Donc, c'est ça qui nous a permis même de faire nos projets jusqu'à présent, avec le projet Praga, tout ça aussi. Donc, ce qui veut dire que c'est un collectif qui est toujours là pour demander la régularisation des sans-papiers. Donc, on va continuer à se battre. Donc, voilà, je vais essayer de laisser la parole aux autres. Le temps peut-être après, on va essayer. Moi, je suis Amandine Berthelet et j'ai un historique moins foisonnant, mais je suis autrice de BD, voilà, à Bruxelles. Moi, je m'appelle Agustin David et je suis artiste plasticien. Je travaille à Bruxelles. Moi, je m'appelle Wandago Alidou, membre des VSP. J'ai rejoint ce mouvement en 2017. Et comme mon ami vient de souligner tout à l'heure, l'idée de cette collectif, c'est pour lutter pour la régularisation de toutes les personnes sans papier. Et aujourd'hui, voilà, on ne peut pas dire mieux parce que voilà, la lutte continue toujours et on n'abandonne pas et on ne va pas baisser les bras non plus. Donc voilà, aujourd'hui, on se félicite nous-mêmes voilà, d'avoir sorti cette BD qui est en lien avec notre lutte et on espère voilà, continuer jusqu'à obtenir ce qu'on cherche depuis si longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés ou comment des jeunes artistes encore plus ou moins étudiants à ce moment-là sont arrivés à la Voix des Sans-Papiers et comment s'est fait cette rencontre? Moi, j'étais encore en master à Saint-Luc et du coup, avec Tizou et Thierry qui est à côté de nous, il y avait l'envie de monter un atelier de dessin, mais qui était déjà monté les années d'avant. Et avec le Covid, ça s'était arrêté. Du coup, les ateliers ont repris l'année où moi, j'étais en master. Et voilà, on nous a proposé d'aller faire des ateliers de dessin du coup à la VSP. Et puis au final, c'était chouette. On était beaucoup, ça s'est écrémé au fur et à mesure. Et puis on est resté un petit noyau et au fur et à mesure des mois, en fait, on a continué à dessiner ensemble et à se dire que c'était vraiment cool. Et juste au début, on n'avait pas vraiment de projet, juste c'était des rencontres, du thé, des dessins, parfois rien. Et voilà. Au départ, les 4 artistes de la Voix des Sans-Papiers n'avaient quasiment jamais dessiné ou ne dessinaient pas. Il y a aussi tout un long processus, on ne va pas dire d'apprentissage, mais de se connaître et d'apprivoiser le dessin, ou de commencer à avoir envie de dessiner. Comment ça s'est passé? Donc, c'est une question qui est un peu... Bon, c'est une question qui est un peu... Donc, tout le monde sait que chaque personne... Bon, si tu as fait des études secondaires et primaires et secondaires, donc souvent, il y a des cours que tu fais des cours de dessin. Donc, tout le monde sait qu'on a fait des cours de dessin, mais ce n'était pas quelque chose qu'on ne disait pas qu'on va être de vrais dessinateurs. Personnellement, moi, le dessin, ce n'est pas mon fort. Moi, je n'aimais pas beaucoup le dessin. Même au Sénégal, quand j'étais à l'école, des fois, je fuyais même le cours de dessin parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, ce n'était pas quelque chose que j'aimais beaucoup, quoi. Mais quand on nous a proposé ce projet, donc on nous a dit qu'il y a des gens qui vont venir vous apprendre à dessiner. Moi, le but, c'était... Moi, je voyais ça comme quelque chose qu'on venait nous dire, oui, on vous apprend à dessiner, donc c'est fini. On n'était pas chaud, mais ce n'était pas dans nos plans, quoi. Mais quand on a vu qu'au fil des mois, qu'on a commencé à se côtoyer, donc avec les Amandine, Augustin, tout ça aussi, on s'est dit pourquoi pas ne pas essayer aussi de créer quelque chose avec ce dessin. Donc, c'est ça qui a fait que moi, j'ai commencé à aimer même le dessin. Avec Amandine, moi, c'est la première fois que j'ai commencé à faire des têtes. C'est Amandine qui m'a appris ça. Donc, c'est elle qui m'a dit, quand tu fais une tête, tu vas faire comme ça, comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est ça qui m'a animé à devenir
jusqu'à présent, aujourd'hui, a sorti même cette BD. Donc, ce que veut dire que c'est un long parcours qu'on a fait, mais au finish, ça a donné quelque chose, quoi. Donc, pour moi, c'est une idée positive, quoi. Donc, voilà. On peut dire au début, le dessin, voilà, c'est pas quelque chose qui était dans notre tête, où on ne voyait pas ça comme un outil d'élite aussi. Donc, on n'était pas trop intéressé à l'idée de dessiner parce que au début, quand on s'est rencontré avec des étudiants, on s'est dit, voilà, c'est intéressant aussi que les étudiants viennent dans les occupations, dans les squats aussi, voir, voilà, c'est qui on le nomme sans-papier, en fait. Voilà, c'est qui ces gens-là. Et quand ils sont arrivés, voilà, il va, ah oui, mais c'est ces gens-là qu'on les appelle les sans-papiers. Mais le nom, d'abord, ça effraie beaucoup de personnes en disant, voilà, sans-papier, bah, c'est qui, ça veut dire quoi, il faut se méfier. Et tout ce qui se passe sur les réseaux aussi, ça fait peur. Donc, l'idée de venir à la maison, voilà, rencontrer les personnes, et ça a été un échange riche, parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut dire, aujourd'hui, on est devenu une grande famille qui arrive à se soutenir, voilà, dessiner ensemble, faire quelque chose de, voilà, d'extraordinaire. Mais au début, franchement, voilà, un peu compliqué. Voilà, moi, dessin, voilà, un peu compliqué. Je n'arrive pas à dessiner non plus. Et voilà, quand on dit, voilà, dessiner, c'est pas quelque chose de réaliste. Il ne faut pas dessiner que ça soit, voilà, parfaitement comme on le voit. Mais voilà, quelque chose que tu as envie de le faire. Au début, on n'avait pas de projet, rien du tout. Voilà, on dessinait, on échangeait des mots, on parlait, on discutait. Et petit à petit, voilà, l'idée est venue. Pourquoi ne pas utiliser ces dessins pour un moyen, pour la lutte, voilà, pour lancer des messages, voilà, essayer de sensibiliser par ces dessins-là. On dit, ah oui, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place? Le plus important, essayer de rencontrer l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, nous sommes arrivés ici en Belgique en tant que demandeur d'asile, et qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là. Donc, rencontrer notre parcours, ça va être très intéressant d'expliquer à les gens, en fait, voilà ce qu'on faisait chez nous, et jusqu'à ce moment-là, on n'arrive plus à supporter, on a fait pour arriver là. Mais essayer de rencontrer différemment, sans des mots, ni des écritures, mais uniquement par les dessins. Et ça, quand même, voilà, on a un peu galéré là-dessus pour pouvoir trouver le vrai tunnel pour arriver à faire sortir ces gens de BD. Et aujourd'hui, voilà, on peut dire qu'on est très fiers de ça. À partir de quand vous avez compris que vous alliez faire un livre? Et quand est-ce que vous avez commencé à choisir aussi ce que vous alliez raconter? Parce qu'au début, je pensais que ça semblait pas une évidence que le livre allait raconter les parcours d'exil et puis le début de la lutte et du collectif et de la Voix des sans-papiers. Et à un moment, j'ai l'impression que tout le monde a eu envie de se réapproprier le projet et aussi que son histoire transparaisse dans ce livre. Comment ça s'est passé, ça? En fait, ce n'était pas facile aussi, hein. Ce n'était pas quelque chose qui était facile. Donc, au début, bon, moi, je vois que c'était quelque chose qui était difficile, même avec le nombre de personnes qu'on avait dans la salle. Donc, il y avait une vingtaine, 25 personnes, donc c'était un peu compliqué. Donc, il y avait beaucoup de gens, les gens parlaient de gauche à droite, donc il n'y avait pas quelque chose qui était, qu'on pouvait créer là-bas, quelque chose de concret, quoi. Mais au finish, quand on s'est retrouvé très seul avec 8 personnes, donc on s'est dit que vraiment ça, on peut essayer vraiment de faire quelque chose avec ce projet. Donc, c'est là même que l'idée nous est venue, même de parler entre nous pour dire que mais, nous, on est là pour lutter pour la régularisation. Il y a des parcours des exilés. Il y a moyen de rencontrer l'histoire des exilés. Donc, c'est ça qui nous a animés. Donc, la première chose qu'on a fait, on a sorti un journal qui s'appelle Planète des amoureux. Donc, on a vu que ça a commencé, les gens ont commencé à aimer. Dès qu'on l'a sorti, donc chaque fois qu'on partait quelque part, on présentait le journal, les gens qui disaient mais ça c'est formidable, c'est vraiment extraordinaire. Donc on s'est dit que mais il y a moyen de faire quelque chose. Donc on s'est parlé entre nous pour dire comme mais pourquoi pas ne pas rencontrer le parcours des exilés. Donc Khalidou, Taslim, ils se sont portés volontaires pour dire que nous on est prêts pour rencontrer notre histoire. C'est ça qui nous a animés. Donc on s'est dit que pourquoi pas on va essayer de tenter ce truc. Donc, on l'a fait. On a parlé entre nous pour dire. Au début, on ne savait pas comment on va faire pour mettre les dessins, les textes, tout ça. Mais je me dis pourquoi pas ne pas essayer de rencontrer le parcours à travers des dessins, mais à travers aussi des textes qu'on va écrire
sur les livres. Donc, c'est ça qui nous a animés. Donc, de là, on a commencé à dire, donc les Amandine nous dit que mais il y a quelque chose d'abord qu'on doit faire. On doit faire d'abord le storyboard pour dessiner, pour voir comment faire monter tout comme ce genre de maquette. Donc là, si c'est fini, on va essayer de voir comment le dessiner maintenant à travers nous 8 personnes. Donc c'est ça qui nous a fait. Au début, on dessinait, c'était un peu compliqué, mais quand on s'est dit que mais vraiment, il faut qu'on partage les tâches. Donc chacun va avoir une planche pour travailler. Donc Augustin, il peut travailler sur une planche. S'il finit, il me donne sa planche. Moi aussi, je lui rends ma planche. Donc je travaille sur sa planche. C'est comme ça qu'on fait jusqu'à faire un travail à 8. Donc c'était pas quelque chose qui était peut-être, mais au final, on l'a réussi. Donc c'est ça qui nous a permis d'arriver maintenant à ce beau projet qui est Baraka, qu'on a sorti maintenant. C'est notre deuxième livre, Idée Noire. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y avait un peu l'envie de raconter quelque chose depuis le début des rencontres, mais au tout début, il n'y avait pas une forme définie. Je me rappelle que j'ai intégré un peu le groupe un peu à la fin, quand il n'y avait plus trop de monde. Il y avait juste Amandine, vous quatre au Satellite Tonnerre. Et en fait, il y avait l'envie de raconter, mais il n'y avait pas encore une matérialisation. Enfin, et c'est justement comme Thierry l'a dit, à partir que c'est qu'on Thierry nous a proposé de faire des illustrations pour 4 planches du journal de Planète des Amoureux, où en fait on s'est divisé en groupes. On est 8, donc on a fait des groupes de 2 par 2, et chacun a travaillé sur une des planches du journal, dans les thèmes de l'amour. Enfin, ça parle d'un planète fictice, un peu utopique, où c'est sur les thèmes de l'amour. Donc on a tous travaillé en groupe à 2, et on a fait des super belles planches. Et c'est la première fois qu'on a pu un peu concrétiser et matérialiser un peu ce qu'on venait de travailler depuis des mois, un peu inconsciemment, parce qu'en fait, au fur et à mesure des rencontres, on travaillait un peu, on apprenait à se connaître, on parlait beaucoup, et en fait, c'était à ce moment-là où on s'est rendu compte qu'en fait, toutes ces rencontres, ils ont eu quand même une importance pour qu'on puisse arriver à des dessins, enfin, à travailler dans le dessin ensemble, quoi. Puis... Et aussi, si je peux rajouter, le fait de la narration et des témoignages, c'est venu vraiment dans la longueur aussi, parce que comme on ne se connaissait pas, on avait besoin de tous se rencontrer, se connaître et avoir confiance les uns les autres. Et surtout qu'à la VSP, on nous avait beaucoup expliqué qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient, qui prenaient ce qu'ils avaient besoin et qui repartaient, et qu'en fait, il y avait besoin de temps aussi pour pouvoir se livrer. Et du coup, c'est aussi pour ça que tout a mis un peu du temps, parce qu'il fallait qu'on se connaisse, en fait. Et que vous puissiez avoir confiance en nous avant de nous délivrer un truc qui est super intime, quoi. Oui, parce que moi, je sais même si ce qu'Amandine disait. Bon, au début, il y avait la question de confiance aussi, parce que nous, on a traversé tellement d'épreuves qu'on s'est dit que vraiment, à chaque fois, c'est les mêmes choses. Donc, il arrive, ils prennent ce qui les intéresse, après, ils vont disparaître, on ne va plus les voir. Donc, nous, c'est à travers le Baraka qu'on a vu vraiment des gens qui sont vraiment intéressés à des projets. Donc, ils sont bien motivés aussi. Ça nous a donné plus envie de travailler entre nous. Donc, maintenant, on est devenu même une famille. Hein. Donc, c'est des amis. Donc, on se chamaille de gauche à droite. Chacun a son style de dessiner. Donc, moi, des fois, j'ai fait des personnages carrés. Les gens se plaquent. Ah, carré, c'est Tierno. Donc, c'est comme ça. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu comme de la rigolade, quoi. Mais c'est entre nous, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un lien très fort qui nous unit. Donc, j'espère que ça va continuer encore des années. Donc, en espérant aussi travailler sur d'autres livres qu'on va sortir. Donc l'histoire, ça ne s'arrête pas sur Idée Noire. Donc, il y a d'autres projets qu'on est en train de monter. Donc, on va voir d'ici quelques années encore. J'espère que ça va arriver, quoi. Oui, donc maintenant, le livre, là, il est sorti, il vient de sortir il y a 1 semaine ou 10 jours en librairie. Mais donc, c'est une aventure de combien de temps? Vous avez travaillé ça pendant combien de temps? C'était quoi un peu les étapes avant d'arriver à vraiment concevoir ce livre? Et donc, ça a mis aussi combien de temps à faire ce livre? C'était très, très difficile. Il y a un moment, il y avait un temps d'arrêt, je crois, oui. Il y avait un moment, on était même resté 2 mois, je ne sais pas, on n'avait pas, parce qu'il y avait certains aussi, il faut le reconnaître, il y a certains étudiants aussi, ils ont d'autres privilèges aussi. Il y a certains qui partent en voyage pour des études, donc il y a d'autres qui travaillent, donc c'était un peu compliqué, mais on tenait toujours, quoi. Il y avait déjà tout le groupe
chaque vendredi, tout le monde devait être là-bas, mais des fois, il y a 2 ou 3 personnes qui sont là-bas. Donc, au finish, des fois, il y a certaines qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Mais on se ferait des relais, quoi. Mais au finish, ça nous a pris beaucoup de temps, surtout avec le storyboard. C'est ça que je disais à Aman chaque fois. Je disais, le storyboard là, c'est très fatigant. Parce que ça peut faire des mois et des mois. Parce que chaque fois que tu travailles, tu recommences, ça prend beaucoup de temps. Mais dès qu'on commence à dessiner, là, ça part plus vite, quoi. Donc, mais le storyboard, vraiment, c'est quelque chose qui nous a beaucoup fatigués. Mais au finish, ça va, quoi. On l'a réussi. Donc. En tout, c'est un projet qui a duré au moins 5 ans. Enfin, si on compte depuis 2020 jusqu'à maintenant, ça fait bien 5 ans. Mais justement, il y a eu des procès. Enfin, c'est tout un procès, quoi. Enfin, il y a eu un processus très long, comme Thierry dit aussi. C'est des choses qui prennent du temps. Déjà, la rencontre, la confiance, l'envie d'avoir un projet ensemble. Et on a eu aussi une bourse au tout début de la Fédération Wallonie de Bruxelles. À travers Thierry Tissu d'Artois et Roman. Et cette bourse, elle nous a permis aussi de payer, payer tout le monde dans le collectif de façon égale. Donc, c'est le fait de être rémunéré pour ce travail, ça permet aussi de libérer du temps, enfin, de libérer, mais en sachant que on a quand même une carotte au bout du nez. Oui, ça permet plus facilement de libérer, enfin pas de libérer du temps, mais de mettre du temps là-dedans, quoi. Et comme Thierry aussi le disait, on s'est voyé tous les vendredis. Je pense que ça fait 5 ans qu'on se voit tous les vendredis. Et parfois, on n'est pas tous les 8 là, mais c'est assez constant, quoi. Et aussi, du coup, sur les étapes de travail, avant d'avoir ce livre, il y a un premier fanzine qui est sorti, dont les premières pages du livre, en fait, c'est le fanzine. Puis après, grâce à la bourse qu'on a eue, on a pu faire un journal gratuit qui a été tiré à 6000 exemplaires avec Frémoc. Et ça, c'est un journal de 16 pages qui parle beaucoup plus de l'administration en Belgique et qu'est-ce que tu dois faire quand tu arrives en Belgique. Et ensuite, on a tout cumulé, plus plein de pages inédites qui donnent du coup la BD à la fin. Et donc, on voit des pages défiler là depuis un petit moment. C'est le début du récit. On avait un premier chapitre avec l'histoire de Taslim et son départ. Ici, c'est l'histoire d'Alidou. Sur cette page, vous avez travaillé à 8. Tout le monde dessine sur chaque page. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment vous fonctionnez? On fait ça, c'est un peu difficile de l'expliquer. Chaque fois, c'est les mêmes questions qu'on nous pose. Donc, chaque fois, on part quelque part, on dit, mais comment vous arrivez à travailler à 8 sur une planche? Donc c'est des relais qu'on fait, quoi. Donc, il y a des planches Amandine, là, sa planche, moi aussi, j'ai une planche que je dois travailler. Donc, si j'ai fini, je n'ai pas envie de continuer, je prends le planche d'Amandine. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire là-bas. Quelque chose que je dois dessiner là-bas, je le fais. Donc, c'est ce qui veut dire que toutes les planches, tous les 8 se trouvent dans une même planche. Donc, c'est des relais qu'on fait, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est très difficile, mais quand même, on arrive à le faire. Donc, peut-être qu'au fil des années qu'on se connaît, qu'on s'est côtoyé, donc c'est ça qui a facilité la tâche. Donc, voilà, quoi. Donc, je ne sais pas si les autres peuvent ajouter quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose de facile, mais on arrive à le faire quand même. Tu veux parler? Oui, je crois que le plus intéressant là-dedans, c'est d'accepter que l'autre peut effacer ton dessin et essayer de le modifier comme il le voit, et sans que voilà, tu dis je n'étais pas d'accord, pourquoi tu l'as effacé. Donc entre nous, il n'y avait pas ça. Donc je peux décider un arbre, et si ça ne plaît pas à d'autres personnes, il peut gommer la partie d'un arbre, essayer de modifier comme il veut. Et c'est comme ça qu'on travaille, et c'est ça qui fait qu'à la fin de la page, quand on regarde, on voit que tout le monde a touché la page, tout le monde a dessiné, tout le monde a mis sa main dedans. Et si ce n'est pas le cas, on dit il manque ce bonhomme-là, et est-ce que j'aimerais que Kerno rajoute ces carrés là-dedans? Comme ça, ça mélange les dessins comme genre chocolat blanc, noir. Et en fait, c'est pour ça que la partie du storyboard, elle est super longue. C'est parce qu'on fait en sorte qu'on ait bien une vision des pages
Et une fois que le storyboard il est fini, Jules, on se distribue les pages de storyboard qu'on a envie de dessiner chacune. Et du coup, même si on a une idée de ce à quoi ça va ressembler, à la fin, ça ressemble jamais vraiment à ce qu'on avait imaginé, parce que du coup, comme tout le monde y met un peu sa touche, on a la structure qui est celle qu'on avait imaginée, mais le dessin à la fin, en fait, c'est complètement spontané au final. Et on sait ce qui va se passer page par page, Ouais. mais après, Le dessin final, il est un peu organique. Et à la toute fin, on vient faire des dégradés de gris, de noir, pour juste uniformiser vraiment le tout. Voilà. Et aussi, c'est la technique du crayon, justement, c'est une technique qui permet plus facilement comme Ali le disait, revenir un peu en arrière s'il y a des choses qui manquent, des gens qui n'ont pas encore dessiné, justement faire des couches par-dessus. En fait, c'est une technique assez malléable qui permet que les pages elles soient assez mobiles tout le temps, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, donc, ce que Augustin disait, donc, dans le groupe, il y a toute personne, chacun a son style de faire le dessin. Donc, il y a des gens qui savent faire du dessin, mais ils savent aussi faire les finitions aussi, comme Augustin. Augustin, c'est un spécialiste des finitions, comme l'autre aussi, Simon. Moi, je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire des finitions, donc je dessine seulement. Après, le reste, c'est eux qui vont compléter pour essayer de voir comment le modifier, tout ça aussi. Khalidou l'a expliqué, donc on ne se chamaille pas, chacun peut faire un dessin, l'autre peut venir dire « Ah, je n'ai pas ajouté ça », avec respect, donc tu le fais, donc ce qui veut dire que maintenant, on se comprend bien, donc ça aussi c'est une bonne chose quoi, pour le projet, quoi. Le seul moment où on se chamaille tous, c'est quand on fait le storyboard en vrai, parce que du coup, on a tous des idées différentes de comment on va mettre en scène, et du coup là, il faut faire des compromis et des discussions. Du coup, c'est pour ça que c'est super long, parce que c'est là où on n'est jamais totalement tous d'accord, parce qu'on fait de la BD différemment. Et en fait, à la fin, une fois qu'on a trouvé le compromis, en fait, ça va relativement vite. Et après, on revient sur les finitions qui, là, sont plus longues aussi. Oui, et vu que les planches aussi, c'est à chaque fois, on connaît la fin, on voit la planche qui est à la fin, quand tout le monde a passé dessus. Donc, en faisant le storyboard, on a un peu du mal aussi à se rendre compte, même si on sait ce qui va se passer. Parce qu'on sait qu'au final, tout va être aussi dans le processus, plus que ça se fait dans le processus, quoi. Et, ce que raconte l'histoire, c'est assez violent, parce que c'est quand même un contexte et une lutte dans laquelle il y a une violence systémique ou politique autour de cette question-là. Par contre, dans les dessins, les planches sont très très belles et très douces. Il y a évidemment une grande distance parce que le dessin est plus du côté de la naïveté ou presque quelque chose de plus brut. Et on n'est pas du tout dans le réalisme. Et ça opère quelque chose qui est assez étonnant parce qu'on sent que le sujet est très dur, mais que la forme, on sent aussi la magnifique entente que vous avez, l'écoute les uns des autres et la solidarité qui se place même dans la forme, dans la façon dont vous dessinez. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il y a la confiance aussi. Donc, c'est ça qui a fait que vraiment, donc, on a eu 2 amis qui sont prêts à rencontrer l'histoire. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y a beaucoup qui n'aiment pas le faire. Donc, il y a certains qui leur disent de rencontrer l'histoire. Ils vont te dire jamais je vais le faire. Donc, ils préfèrent, même c'est des demandeurs d'asile, mais ils ne vont jamais rencontrer à des gens qu'ils ne connaissent pas. Peut-être à l'office des étrangers, là-bas, ils peuvent le faire, mais à travers des projets, tout ça, ils ne vont jamais le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile, qui est gai à rencontrer. Mais nous, c'est une façon aussi, nous, de montrer à la France pour la population belge. Il y a certains qui sont complètement déconnectés de la migration. Beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Donc, ils ne savent pas pourquoi ces gens-là ont quitté leur pays pour venir en Belgique. Donc, c'est des gens, chaque fois, ils disent, ils sont venus là pour essayer de prendre votre place, pour travailler à votre place. Donc, je rencontre n'importe quoi. C'est les politiques qui font ça. Donc, nous, à travers le dessin, on essaie de leur montrer le contraire pour leur dire que c'est des gens qui ont eu des problèmes dans leur pays. Donc, ils étaient obligés de partir pour
avoir une protection. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils sont venus à Belgique. Donc, tout ça aussi, c'est des choses qu'on essaie de mettre sur la pour essayer de sensibiliser aussi la population belge sur certains sujets qu'ils ne comprennent même pas, qu'ils sont complètement déconnectés. Donc, ça aussi, c'est à nous aussi de leur montrer, de leur dire toute la vérité, de montrer ce qui se passe vraiment réellement pour que ces gens-là, ce n'étaient pas des gens dangereux, ce n'est pas des criminels, c'est des jeunes personnes qui sont là pour essayer de travailler, apporter quelque chose dans la population, donc, au niveau de la Belgique. Donc, c'est des gens, des travailleurs, des artistes, des gens qui ont fait des études. Ce n'est pas des gens, ces inconscients qui sont venus ici. Donc, tout ça aussi, c'est quelque chose qu'on va dénoncer à travers ce BD, l'histoire des parcours des exilés, quoi. Il y a aussi les dessins, ça permet, je trouve, déjà d'un côté d'accentuer certains moments de l'histoire. Et par exemple, là, on voit sur l'écran les moments où les personnages ils vont dans l'office des étrangers. Et quand, au moment de faire les storyboards, quand on parlait, quand les gars ils nous racontaient un peu comment ça se passait dans les offices étrangers, quand on arrive en Europe et tout. Et nous, on trouvait ça complètement surréaliste, enfin, la façon dont on trouvait ça fou. Et comment les gens ils sont traités, comment les gens, les testages, tout ça. Et donc, par les biais du dessin, on a voulu accentuer ces côtés un peu clownesques, un peu surréaliste et un peu complètement fou. Et je trouve que justement le dessin, la naïveté du dessin et le côté un peu brut aussi, ça permet d'accentuer ce genre de trucs et peut-être dans un documentaire ou un film, on est direct face à une image, alors qu'ici on peut, d'une façon un peu plus sensible, rendre cette information d'une façon plus sensible, quoi. Donc maintenant que vous avez fait un livre, vous continuez à travailler ensemble. Comment vous voyez, vous qui n'étiez pas dessinateur à la base, maintenant vous êtes devenu dessinateur. On attend de voir d'autres de vos travaux. Comment vous voyez la suite du studio Baraka? Est-ce que vous voyez faire d'autres livres ou d'autres de contenu? Comment vous voyez utiliser le dessin dans la suite de la lutte? Pour moi, personnellement, je vais continuer avec le projet Baraka. Donc, j'espère qu'on va encore continuer dans ce même sillage qu'on est en train de faire. Donc, sortir encore d'autres BD, plus de BD encore. Donc, personnellement, moi aussi, un jour, peut-être, je vais sortir mon propre livre, moi seul, pour essayer de voir comment rencontrer l'histoire de... On peut même rencontrer l'histoire de quelque chose à travers Augustin, Simon, comment les relations se sont tissées entre nous, d'autres de BSP, tout ça aussi, Baraka, tout ça aussi, c'est des choses qu'on envisage, mais c'est des projets à long terme, donc on va essayer. Mais pour l'instant, on va continuer à faire la promotion du livre Idées Noires, donc en attendant d'autres projets qui vont venir, donc, mais on ne va pas s'arrêter là. On est là encore pour encore quelques années, donc plusieurs années encore. Donc, peut-être on va former d'autres Tierno, d'autres Augustin, d'autres Khalidou, d'autres Alberto qui vont prendre aussi le relais parce que tout le monde sait qu'on ne va pas aussi rester tout le temps ensemble. Un jour, peut-être, il y aura chacun va partir dans son coin, dans un autre pays, tout ça, mais on restera les contacts. Donc, mais en attendant, on essaie de savourer ce bijou qu'on a sorti. Donc, en attendant de faire un autre. L'histoire ne s'arrête pas là pour l'instant, quoi. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, ce sera une surprise, mais on espère que ce sera aussi positif que Idées Noires, Turbulent, tout ça aussi, quoi. Je crois que le studio est déjà né en 2020 et on ne compte pas l'enterrer en 2025 non plus. L'idée, voilà, il y a plein de projets qui viennent à gauche, à droite. Donc on a beaucoup d'histoires à rencontrer. Et l'idée des Idées Noires, voilà, c'est juste une petite partie de notre histoire et on ne va pas s'arrêter là non plus. Il faudra qu'on va aller jusqu'au bout, essayer de toucher plus de personnes. Voilà. Et le studio Baraka est aussi impliqué dans un projet plus vaste qui s'appelle Exil et Création,
et qui est un projet qui réunit des partenaires de diverses institutions et diverses, on va dire, participations artistiques, qui est un projet qui réfléchit sur l'éthique de la relation avec les personnes sans papier, donc sur l'éthique de la collaboration, justement, pour éviter l'instrumentalisation et aussi, effectivement, de faire devenir que les artistes viennent faire un projet et puis disparaissent dans la nature et laissent les personnes sans papier, eux, dans leurs problèmes. Est-ce que vous pouvez un peu parler d'Exil et Création, parce que vous en faites aussi partie, de présenter un peu ce projet plus globalement? Oui, Exil et Création, donc comme vous avez bien l'expliqué, donc c'est à travers des artistes sans papier. Donc moi-même personnellement, je suis artiste, je ne suis pas seulement dessinateur, donc je suis musicien aussi. Donc je participe à des films aussi qu'on nous propose déjà de faire. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de projets que j'ai fait au niveau de VSP. Donc Exil et Création, il défend les artistes sans papier, parce que tout le monde sait que les artistes sans papier sont vraiment marginalisé. Donc, moi, personnellement, des fois, je me dis même, est-ce que je suis un artiste? Parce que je ne suis pas payé comme un vrai artiste. Des fois, je fais des prestations, on me demande, moi, carte d'artiste. Parce que étant sans papier, je ne peux pas avoir de carte d'artiste. Donc, on me dit que, si on devait me payer même le double, on va me payer la moitié. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas... Il y a une ségrégation au niveau des artistes. Donc, c'est pour cela que même on a créé ce projet qui s'appelle Exil et Création, pour essayer vraiment de dénoncer cette injustice que subissent les artistes sans papier, donc pour essayer de voir aussi, parce que des fois tu fais des ateliers, il n'y a même pas d'attestation qu'on te donne, tu viens seulement, tu fais des trucs, après on te laisse partir, donc ce qui veut dire qu'on ne te considère même pas comme un vrai artiste. Donc nous, c'est ça qu'on a créé ce projet, pour essayer vraiment de faire dire aux écoles d'art qu'ils peuvent accueillir des sans-papiers, comme Khalidou. Avant, il a fait ici Saint-Luc, je pense, il a fait des études, alors qu'il n'était pas étudiant, mais à cause de le combat qu'on a fait au niveau de la création qui a fait qu'on l'a recruté ici. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des avancées, mais ça reste encore beaucoup de choses à faire. On va continuer à se battre pour dénoncer cette injustice que subissent les artistes sans papier, quoi. Et Exil et Création, en fait, ils ont rédigé une charte du coup de bonne conduite sur comment on travaille avec des sans-papiers, des artistes sans-papiers. Et du coup, ça permet aux gens qui ont envie de travailler avec eux, donc des écoles, des musées, des institutions, etc., de pouvoir voir comment on fait pour avoir des papiers certifiants pour les dossiers, parce que c'est super important pour la régularisation, de voir qu'on a fait des choses, qu'on s'est intégré et tout ça, et aussi de prouver que c'est possible de payer aussi des personnes sans papier légalement, parce que du coup, c'est possible. Et en fait, ça permet juste de donner toutes les clés en main pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Tu veux présenter ? Tu prends le micro. Alberto, qui est arrivé. Moi, je suis Alberto, donc je fais partie aussi des groupes barakistes et je suis le membre des Voix des sans-papiers aussi, Bruxelles. Depuis sa création, donc, et peut-être je peux quand même faire la continuité d'Exil et Création parce que j'arrivais justement dans la question d'Exil et Création. Et en fait, si on parle d'Exil et Création, c'est une partie aussi l'un des voix des personnes étrangères disparues, on peut dire, pendant des années. Et parfois, ça fait peur aussi. Un artiste, même déjà d'abord, sorti diplômé depuis les pays de d'origine, arrivé ici parfois. Et ça se trouve, c'est pas clair. De ces personnes-là, ils se cassent individuellement, on le voit pas. Ou parfois même d'abord des personnes qui arrivent ici, qui ont envie de prendre, à faire quelque chose et devenir comme un artiste, ils n'ont pas ces possibilités-là. Donc l'idée d'avoir découvert et toutes ces personnes qui ont envie de lancer sur le métier des artistes, aussi qu'on dessine leur titre de dessin des artistes, qui peut quand même répondre aussi à cet exil à création, mais surtout avoir des mobilisations aussi qui peut montrer la valeur de ces personnes-là qu'on parle. Et avant d'avoir accès à
paiement ou de non-paiement, parce que cette valeur-là aussi, si on parle de valeurs, il faut voir des questions de paiement et questions de considération. Je pense que c'est ça qui est beaucoup plus à une personne avec le titre d'artiste qui n'a pas cette valeur-là. Et tu peux être un artiste aussi, tu n'as pas de titre de séjour, mais tu es comme une personne aussi qui non reconnue. Donc, comment lutter à savoir ces personnes qui sont au milieu des artistes, comment on peut les reconnaître aussi en tant qu'un artiste normal, même s'il n'a pas de titre de séjour. C'est ça, normalement, implication de l'exil et création aussi, pour faire sortir des personnes dans la précarité là qu'ils ont, pour qu'ils puissent être aussi reconnus comme tout le monde. Et moi, je voulais juste rajouter que si Alberto est en retard, c'est parce qu'il y a des grèves. Et ces grèves, c'est à cause du gouvernement qu'on a en Belgique, qui est tout pourri. Et du coup, qui est aussi tout pourri sur la question de l'immigration. Du coup, ce livre sort pile poil au bon moment. Merci beaucoup. Oui, il y a une question. Alors, il reste 5 minutes. Je pense que vous avez largement le temps de répondre à cette question. Ouais. Donc, c'est une personne en anonyme qui déjà vous remercie pour votre intervention. Et elle se demande comment s'est matérialisée la participation de FRMK dans le projet. Frémoc. Donc Frémoc, c'est la maison d'édition qui a publié le livre, et moi je suis donc éditeur au Frémoc, mais je suis aussi enseignant et prof en master bande dessinée ici à Saint-Luc. Et donc c'est un projet qui a été initié dans l'école par Tizou Dartois, qui est professeur en illustration et qui a commencé par faire des ateliers avec des personnes sans papier, au départ avec une association qui travaillait avec des MENA, et puis il y a eu ce contact avec la Voix des sans-papiers, et on a commencé à faire un atelier de façon toujours informelle à la Voix des sans-papiers, un atelier dans lequel il y avait au départ vraiment beaucoup d'étudiants impliqués, puis le projet s'est resserré, il est resté une équipe qui s'est assez vite soudée autour des 8 personnes qui vont constituer le collectif Baraka. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, moi, j'étais rédacteur en chef de ce journal gratuit qui s'appelait Planète 2, la planète des amoureux. Et donc, voyant le travail qui commençait à évoluer, et puis la qualité qui arrivait dans les projets collectifs, qui était fait aussi, en fait, un peu sans vraiment de but ou de but éditorial, on va dire. Je leur ai proposé de faire 4 pages pour le journal, et je crois que ça a été une impulsion où tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait en commun, il y avait vraiment une force et une singularité pour raconter des choses fortes et une vraie poésie. Et c'est après ça que vous avez démarré, je pense, le premier chapitre de ce qui va devenir le fanzine, le premier fanzine, les Turbulents, qui racontait les histoires déjà de Taslim et Alidou. Et là, c'est devenu une évidence qu'en fait, ça allait devenir un projet à long terme, et que c'était parti pour faire un livre qui parle des expériences au départ de Taslim et Alidou, et puis finalement tout le groupe s'est investi et a commencé à porter sa voix dans la narration, puisque le livre est découpé en chapitres où alternent les histoires de Taslim, Alidou, mais aussi après Alberto et Tierno. Et Frémoc, enfin moi, c'est moi qui ai suivi. On a eu de nombreuses discussions, et je suis resté toujours très un interlocuteur proche du projet sans réellement intervenir. Mais surtout, on a aussi cherché des aides et des subventions parce que c'était très important de pouvoir financer le travail des artistes, parce que c'est aussi quelque chose qui va œuvrer pour la régularisation, évidemment. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Et donc là, on a eu quand même la chance d'être soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et de pouvoir avoir des subventions importantes, sauf qu'il y a 8 personnes. Donc ça, au final, ça fait quand même pas énormément d'argent par personne, mais c'était quand même vraiment important que tout le travail de création puisse être financé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.
S'il y a d'autres questions, je vous invite à les poser maintenant dans le chat. Il y a Amélie Muller qui vous dit que la démarche est très intéressante dans le propos comme dans la façon de travailler en collectif et qui vous remercie pour cette discussion. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention. Et, donc, je peux juste rajouter que donc l'équipe sera au salon du livre et de la presse jeunesse Montreuil pour une rencontre avec les écoles, je crois, le vendredi à 16h, autour de 16h, et ils signeront sur le stand Archipel BD après la rencontre le vendredi et le samedi midi. Vous savez à quel étage vous êtes? Ou, non, je ne sais pas. Le numéro du stand? C'est le Archipel BD, mais je n'ai pas en tête le numéro du stand. D'accord. Il y a une autre question. Est-ce qu'on pourra trouver la BD sur le salon? Oui, et on peut la trouver dans toutes les bonnes librairies parce que le Frémoc est diffusé par les Belles Lettres et donc le livre est imprimé à un grand nombre d'exemplaires et disponible dans toute la France et la Belgique et la Suisse et le Canada. Le Canada aussi. Super. Il manque plus que la traduction en d'autres langues et ce sera parfait. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui regardent encore, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay. Et on vous attend tous sur le salon, bien entendu, à partir du 26 novembre. Et vous pourrez voir la programmation du salon sur le site slpj.fr. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, Eh ben, bon, il y a moins de monde que ce qui nous annonçait. Hein. ouais, mais bon. Mais après, c'est accessible. Oui, oui.